Bonjour et bienvenue dans Et on recommence, le podcast entre potes dédié aux remakes de films et de séries. Je suis Cynthia et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir David. Bonjour. Et Hugo. Salut. Les deux créateurs de Calmos, la chaîne YouTube sur le cinéma qui cartonne et qui fait des millions de vues. Est-ce que vous voulez présenter un petit peu la chaîne, parler de vos vidéos ? Oui, donc Calmos, c'est une chaîne dédiée au cinéma, sur laquelle on parle de toutes les formes de cinéma. On a notamment fait une vidéo sur DiCaprio, sur les aliens. On a fait une vidéo où on discute du film Intelligence artificielle avec une intelligence artificielle. Mais on a aussi surtout un format dédié sur les comédies françaises qui s'appelle Rigolo, dans lequel on a fait une douzaine de vidéos sur des films divers et variés, du genre OSS 117, La Cité de la Peur, ou des films un peu moins connus comme L'Homme Orchestre avec Louis de Funès. Et notre dernière vidéo est sur Les Visiteurs, donc c'est tout à fait opportun qu'on vienne en parler aujourd'hui. Et merci d'être là. Avec plaisir. Dans cet épisode, on va parler des Visiteurs 1 et Les Visiteurs 2, Les Couloirs du Temps, et de leur remake américain, Les Visiteurs en Amérique, dont le titre original est Just Visiting. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, quand et comment vous avez découvert Les Visiteurs 1 et 2 ? David, si tu veux commencer. Le premier, je ne l'ai pas découvert au cinéma, moi je l'ai vu à la télé, beaucoup en cassette vidéo. Je suis né en 1985, donc vraiment pour les gens de ma génération, c'est dans le top 3 ou 4 des comédies ultra cultes qu'on voyait en boucle. Et du coup, je me souviens d'une attente quand même assez forte pour le 2. Ouais. J'étais allé en salle sûrement la semaine de la sortie, puis j'ai été sûrement un peu déçu par le 2, par rapport à l'attente en tout cas. Ok. Et toi, Hugo ? Je l'ai vu en cassette, comme beaucoup de gens de notre génération. Ou alors à la télé, c'était le film du mardi soir, en général, les comédies françaises. Et alors, Les Visiteurs 2, je suis même pas sûr de l'avoir vu à l'époque. Ah ouais ? Je l'ai vu il y a quelques années, ou revu il y a quelques années, et effectivement, c'est beaucoup moins réussi que le premier. Donc peut-être que je l'avais oublié. Moi, c'est mes grands-parents qui avaient la VHS et je le regardais 1 à 2 fois par jour quand j'étais chez eux, donc je le connaissais vraiment par cœur. Et j'avais été voir aussi le 2 au cinéma. Petite déception aussi, mais ça me faisait tellement plaisir de les retrouver. Alors après, faut admettre que quand je vous ai contacté pour enregistrer cet épisode, vous avez tous les deux fait mention que vous n'aviez pas beaucoup vu le remake. Et David, tu m'as même dit que dans tes souvenirs, c'était carrément un calvaire. Donc je voulais savoir, maintenant que vous avez revu Les Visiteurs en Amérique pour l'épisode, est-ce que ça a été aussi douloureux que vous l'attendiez ou pas ? Je confirme, je dirais même pire. Je l'avais vu la première fois dans des conditions vraiment très spéciales. C'était peut-être les conditions voulues par Jean-Marie Poiret, parce que je l'avais vu dans un avion, mon premier voyage vers les États-Unis. Donc j'étais vraiment... j'étais à fond dans les conditions. Ouais, grave. J'avais vraiment trouvé ça déplorable, quoi. Très bien. Eh bien. Et toi, Hugo ? Moi, je l'avais jamais vu avant de travailler justement sur notre vidéo. Ah ouais ? Ouais, ça devait déjà sentir la merde à l'époque. Je pense que ça a eu une mauvaise presse, donc je me suis dit je vais même pas tenter l'expérience. Et donc là, du coup, pour le travail, entre guillemets, je l'ai regardé. Ouais. Et du coup, ça n'a pas été un calvaire parce que je l'ai vu avec des yeux d'analyste un peu. Donc c'est plus pour d'accord. Pour moi, c'était un non-événement en France. Et à raison, parce qu'en fait, le film est une sorte de ressucé de deux épisodes pour le public américain. C'est assez spécial. Moi, perso, là, le fait de le revoir, j'avais un tel mauvais souvenir que franchement, je me suis dit que c'était pas si nul que ça. Je pense que je l'ai vu d'un œil super bienveillant puisque c'était pour préparer le podcast. Et je sais pas, il y a des scènes qui m'ont un peu attendri. Mais ce que je me disais, moi, c'est que peut-être que si on n'avait jamais vu Les Visiteurs, l'original avant, on serait plus indulgent avec le film. C'est-à-dire que le principe du film, il marche dans l'absolu. Oui. Après, si on compare à l'original, c'est vraiment indigent, quoi. Et moi, j'ai justement eu un peu l'effet inverse. C'est-à-dire qu'avant de bosser sur la vidéo, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas revu Les Visiteurs, l'original. Oui. Et j'avais un souvenir qui était justement un peu entaché par la suite et le remake. D'accord. Par les suites, c'est vrai, parce qu'on oublie qu'il y a une autre suite. Oui. Qui est aussi un autre problème. Ouais. Et surtout, j'avais gardé beaucoup à l'esprit les gags qui me faisaient rire enfant. Et j'avais un peu éludé ce que j'ai redécouvert dans le film et ce qui me fait penser que c'est vraiment un chef-d'œuvre. Beaucoup de choses qui s'adressent à un public plus adulte. Et du coup, j'ai été hyper agréablement surpris en fait, de redécouvrir le film original. Et effectivement, en comparaison, le remake est catastrophique. Les Visiteurs, c'est une saga française réalisée par Jean-Marie Poiret, qui comprend les films Les Visiteurs, sortis en 93, Les Visiteurs 2, Les Couloirs du Temps, sortis en 98, et Les Visiteurs en Amérique, sortis en 2001.
Et enfin, Les Visiteurs 3, La Révolution, sorti en 2016. Le plus gros succès reste aujourd'hui le premier film, qui a rencontré un énorme succès financier, puisqu'il est encore aujourd'hui le 5e film français ayant engrangé le plus d'entrées. Et il a également été nommé 9 fois au César, mais seule Valérie Lemercier en a remporté un, celui du César de la meilleure actrice dans un second rôle. Alors Hugo, si tu veux bien, je vais te laisser résumer Les Visiteurs 1 et 2. Alors, c'est l'histoire du comte Godefroy de Montmirail et de son serviteur Jacouille, qui vivent en l'an 1123, donc le Moyen-Âge. Et Godefroy doit se marier avec le personnage incarné par Valérie Lemercier, sauf qu'il tue accidentellement son futur beau-père, qu'il prend pour un ours suite à la vengeance d'une sorcière qui lui fait boire une potion magique. Et donc, la seule solution pour lui, pour réparer la mésaventure, c'est de faire appel à un mage pour remonter dans le passé. Sauf que là aussi ça se passe mal, le mage oublie les œufs de caille dans sa recette. Et malheureusement, donc du coup, il se retrouve projeté dans le futur et pas dans le passé, et dans le futur de 1992, soit 8 siècles plus tard. Et donc le but du film, ça va être pour eux de revenir dans leur époque. Et pour Les Visiteurs 2 ? Du coup, faut spoiler le 1 si on Oui, on spoil. Allez, on spoil. Et ben, à la fin des Visiteurs 1, Godefroy retourne dans le Moyen-Âge, mais c'est pas Jacouille qui retourne dans le Moyen-Âge, c'est Jacquard qui est son descendant. Et donc, du coup, dans le Visiteur 2, il s'agira de faire revenir Jacquard à la bonne époque. Et il se trouve aussi que Jacouille a volé des bijoux dans son époque pour les ramener dans l'époque contemporaine et que ça crée une faille spatio-temporelle, je crois. Donc, il y a ce souci-là à régler. Et le personnage de Valérie Lemercier a changé de forme. Oui, on est avec Muriel Robin. Mais c'est pas expliqué dans le film, il n'y a pas de... Non, ils font comme si c'était le même personnage. Ce qui est complètement fou. C'est pas comme dans Matrix avec l'oracle. Non. Ils auraient pu dire que c'est de la faute de la faille spatio-temporelle. Vous savez pourquoi elle a pas re-signé ou... Elle a vécu un calvaire sur le premier film et elle se sentait pas faire partie vraiment de l'aventure. Alors que pour le coup, dans le film, elle a un apport hyper essentiel. Ouais. Et du coup, Muriel Robin a expliqué qu'elle a très mal vécu aussi le tournage du 2 parce qu'elle s'est sentie super mal à l'aise et qu'elle avait été obligée de copier le jeu de Valérie Lemercier qui lui va pas du tout. Ouais. Après, elle s'en sort quand même pas mal, mais... Ouais. Le film Les Visiteurs 2 a cartonné également, finissant à la 2e place du box-office français cette année-là, derrière Le Dîner de cons. Et donc, je sais pas si vous connaissez cette anecdote, il a été doublé en américain sous la supervision de Mel Brooks. Ah oui. Ah non, moi je savais pas. Je suis trop contente de vous apprendre un truc. Qui est le réalisateur donc, de Frankenstein Jr. ou encore La folle histoire de l'espace. Et malheureusement, le personnage de Godefroy, le doublage l'aurait rendu un petit peu trop héros de pacotille. Et selon Poiré, qui n'avait pas osé l'expliquer à Mel Brooks dès le départ parce qu'il était intimidé par son idole, sa version à lui, elle était certes géniale, mais elle ne fonctionnait pas du tout à cause du traitement du personnage de Jean Reno, quoi. Ah oui, il faut vraiment le jouer premier degré, quoi, comme le fait Reno dans le film, sinon exactement. Ça fonctionne pas. C'est ce qui crée le décalage, sinon ça marche pas. Et donc il a demandé à refaire le doublage de Godefroy avec, je cite, des voix à la Stallone ou la Schwarzenegger, une voix de héros qui parle avec des grosses couilles. Big balls. Ouais, voilà, big balls. Et du coup, c'était Weinstein qui était derrière tout ça, et il a refusé parce qu'il a dit que ça coûterait trop d'argent de refaire, en fait. Donc c'est finalement John Hughes à qui on doit l'existence de ce remake, qui est le scénariste de Breakfast Club, Maman j'ai raté l'avion ou encore Beethoven, qui, dans l'avion pour un voyage en Europe, découvre Les Visiteurs. Et à l'atterrissage, il contacte la Gaumont pour négocier les droits d'un remake, mais en gardant le trio gagnant, c'est-à-dire Poiré, Clavier et Reno. Reno, il était déjà connu aux États-Unis grâce à Léon, Mission Impossible et Godzilla. Et Clavier, par contre, il était inconnu en dehors de la France, donc c'était un vrai challenge pour lui. Et il a pris des cours avec une coach pour être plus à l'aise en anglais. Ça a été financé par Gaumont pour un peu moins des 3/4 du budget et Disney pour le reste. Et ils ont invité aussi Chris Columbus, à qui on doit entre autres les Gremlins, les Goonies et Harry Potter 1 et 2 pour travailler sur le scénario. Mais finalement, alors je sais pas pourquoi, John Hughes il quitte le projet et il laisse les Français face à, je cite, la tyrannie des petits exécutifs d'Hollywood où ils n'ont rien pu contrôler. Du coup, en 2 mois de tournage, le film est plié. Poiré, n'assumant pas le film, refuse d'être crédité tel quel au générique et change de patronyme pour Gobert. Et ça explique aussi pourquoi il n'a pas fait la promo du film à sa sortie. Ouais, oui. Et malheureusement, ça a fait complètement un flop. Et ça a mis Gaumont en grosse difficulté financière. Ils ont perdu, en millions d'euros, ça se chiffre à 66 millions de pertes, quoi. Alors, à noter, il existe 2 versions du film. Il y a une version internationale et une version française. Et il n'y a que le début et la scène de fin qui diffèrent. Mais là, pour simplifier l'épisode, on va parler ici que de la version américaine.
Bah, moi, j'avais vu la version avion qui avait peut-être aussi ses propres spécificités. Oui, c'est vrai. Et j'en ai un souvenir vraiment très, très, très très vague. lointain. Donc, Oui, je forcément. ne pourrais pas te dire la différence. Oui, j'imagine. Donc David, si tu veux bien, je te laisse résumer le synopsis du remake américain. Dans le remake américain, donc, on retrouve les mêmes personnages, mais un petit peu différents. Le personnage de Godefroy, là, s'appelle Thibaut de Malfette, et il arrive en Angleterre avec son fidèle serviteur, qui ne s'appelle plus Jacouille la Fricouille, mais André le Pâté. André le Pâté, ça fait penser à Pépé le Putois, un peu, enfin, il y a un côté... Ah oui, j'ai lu que French pâté, ça veut dire foie gras. Mais en même temps, c'est un peu bizarre d'avoir fait ça, parce que c'est un produit qui est noble, donc pour Jacouille, c'est ironique, j'imagine, mais... Ouais, bah après, est-ce qu'ils ont compris le principe du personnage de Jacouille? Je suis pas sûr. Ça fait partie du flou artistique, un peu d'incompréhension générale. Dans le pitch de départ, il y a parfois des choix assez bizarres, et notamment l'élément déclencheur, c'est que Thibaut de Malfette va se marier avec Rosaline, une princesse anglaise. Et en fait, comme dans le film original, il est empoisonné, là, il tue pas le beau-père, il assassine carrément la fiancée. Ouais. Et donc, pareil, il doit prendre une potion pour aller dans le passé et essayer d'annuler son geste. Et il est envoyé dans le futur, il va retrouver sa descendante. Sauf que là, le saut scénaristique est encore plus fou, du coup, parce que il va pouvoir rencontrer la descendante de la personne qui l'a tué, quoi. Donc, c'est... Oui, ça n'a aucun sens. Et puis, l'autre grosse différence, c'est qu'il n'est pas envoyé au même endroit géographique que le point de départ. Il débarque en l'an 2000 à Chicago, donc accompagné de André le Pâté. Et ça me fait trop marrer ce nom. Non, c'est vraiment nul, quoi. Ils vont du coup revivre un mix des Visiteurs 1 et des Visiteurs 2 à Chicago, le tout teinté de téléfilm M6 un petit peu. Voilà. Ah bah dis donc, ça donne envie. Alors, du coup, effectivement, t'as parlé un peu du changement des noms des personnages. Je vais aller juste un tout petit peu plus loin pour Rosalinde, qui est Frénégonde, et qui du coup est Béatrice de Montmirail. Là, s'est transformée en Julia de Malfette. D'ailleurs, c'est Christina Applegate, qui est connue notamment pour son rôle dans Marier 2 enfants, dans Marx Attacks. Et Ron Burgundy aussi, j'ajoute. Ah oui, tout à fait. Alors, au niveau de l'analyse, on va peut-être commencer par ce qui, moi, en tout cas, m'a paru le plus évident. C'est que dès le départ, dans la version française, on est face à une comédie familiale axée très Moyen-Âge, qui est assez fidèle finalement à l'époque, et on va apprendre quelques trucs historiques. Alors que dans le remake, là je trouve qu'on est clairement dans un traitement plus fantastique et conte pour enfants. Ce qui est sûr, c'est que tout l'aspect historique est complètement passé à la trappe. L'époque d'où ils viennent, on s'en fout un peu. Tout l'aspect généalogie, enfin dans le premier épisode par exemple, Godefroy il veut savoir l'histoire de sa famille, et à un moment ils se retrouvent même à lire un livre d'histoire tous ensemble pour comprendre sa généalogie. Il y a tout un propos sur la bascule historique qui est la Révolution française, qui fait que Jacouille, ça lui donne des idées d'affranchissement que Godefroy ne valide pas du tout. Le personnage historique de la famille, c'est Gonzague de Montmirail. Il a épousé les idées de la Révolution, il était contre les privilèges et pour partager les terres avec les paysans. Pardon? Oui, c'est le meilleur copain de Lafayette. Alors, il n'a pas été récompensé pour son courage politique. Robespierre lui a fait couper la tête. Ah, quel bon sens, ce Robespierre. Pourquoi tu dis ça, Hubert? Et ça, c'est pas du tout expliqué dans le remake. Ils mettent le paquet sur le principe du film qui est le poisson hors de l'eau, c'est ce qu'on dit dans la vidéo. C'est-à-dire c'est un personnage qui est baigné dans un milieu qui lui est complètement étranger et donc du coup il va se comporter de manière inappropriée, quoi. C'est ça l'essence du film original et aussi du remake. Mais le film original est beaucoup plus riche, justement, avec tout ce fond historique qu'il n'y a pas du tout dans le remake. C'est vrai, ils connaissent pas vraiment le Moyen-Âge dans le film américain. Du coup, il y a quelques petites phrases où ils se sentent obligés d'expliquer, comme un moment où André le Pâté, il sent super mauvais, et il y a quand même une petite voix, donc c'est une voix off qui est comique, qui explique que les gens autour de lui s'évanouissaient, et c'était beaucoup dire, puisqu'à l'époque, personne ne se lavait. Oui, c'est ça. Nous, on a appris tout ça à l'école, que ce soit les conditions de vie au Moyen-Âge ou la Révolution française, ou des choses comme ça. Et si tu commences à parler de Révolution française aux Américains, ils vont rien comprendre à ce qui se passe. Bah, c'est ça. Et donc, ils ont été obligés, je suppose, de passer à la trappe ce genre de Alors moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça. En fait, je trouve que le problème, c'est surtout qu'il édulcore beaucoup. C'est pas tant quelque chose qu'on a appris à l'école, c'est quelque chose qu'on voit dans le film original. Et la séquence d'ouverture, elle est... super violente. J'ai même été surpris en le revoyant, elle est extrêmement violente dans le film original. Oui, parce qu'il y a une décapitation. Il y a une décapitation, il y a une femme qui se fait tuer à l'arbalète dans les premières secondes. Il y en a une autre qui se prend un gros coup de poing dans la gueule. Enfin, c'est tout de suite très violent et très épique.
Et en fait, assez premier degré, il y a une référence esthétique à l'époque très claire, c'était Robin des Bois, Prince des voleurs, avec Kevin Costner, où il reprend notamment le plan POV de la flèche qui tue le beau-père. Et donc, en fait, le film original assumait une esthétique premier degré de représentation du Moyen-Âge, assez peu sous la forme de la comédie. Il y a quelques plans, quelques petites blagues, mais dans les 20 premières minutes d'exposition, ça te fait ressentir le Moyen-Âge et ça te fait ressentir, du coup, après, quand il bascule dans le présent, la distance énorme et le choc culturel qu'il y a entre les deux. Et en fait, plein de choses dans le remake sont édulcorées. Par exemple, les dents de Christian Clavier. Dans le film original, il a les dents toutes défoncées, toutes dégueulasses. Et il n'a pas cette prothèse dans le remake. Et même, presque, on n'a pas l'impression qu'il pue, quoi. Il n'y a vraiment aucun doute sur le fait qu'il pue à mort dans Les Visiteurs. Mais dans le remake, ils sont obligés de le dire, quoi. Enfin, il y a un truc qui... Et ils sont obligés de le faire vomir dans une valise pour que Christina Applegate soit dégoûtée par lui, en fait. Ouais. Donc il faut en faire un peu plus, c'est ça. Et l'autre aspect que je trouve particulier sur l'aspect Moyen-Âge, c'est qu'en fait, ils se retrouvent aux États-Unis. Alors, je me souviens, un des points de justification, c'est qu'ils apparaissent dans un musée. Oui, c'est Or, ça. Il y a ce truc qu'il y a beaucoup de monuments européens qui ont été même déplacés pierre par pierre aux États-Unis, donc ça aurait pu être un... mais il ne me semble pas que ça soit trop explicité dans le film, d'ailleurs, le pourquoi ils apparaissent aux États-Unis. Alors effectivement, dans la version internationale, ce n'est pas expliqué. Par contre, dans la version française, ça commence par ça. On assiste au vernissage de l'exposition, et Juliette Malfette explique que... On a dû expédier par bateau chacune de ces pierres, depuis l'Angleterre, et ensuite les réassembler une par une sur place. C'est aberrant dans la version internationale, c'est pas expliqué, alors que c'est du support à comédie en fait. Et il y a un autre aspect, c'est que justement, autant je suis d'accord sur le fait que le spectateur américain n'est pas forcément au fait de l'histoire française, etc. Mais justement, il y avait matière à peut-être mettre en perspective davantage l'histoire américaine, et notamment les rapports sociaux, enfin le changement des rapports de domination après la Révolution française. Il y a aussi dans l'histoire américaine, et notamment avec l'esclavage, des choses à raconter sur ça, et qui sont complètement mis de côté parce qu'il n'y a pas d'effort de mise en perspective historique. Oui, il y a l'exemple du Sarrasin. Dans le film original, il voit un personnage noir, il l'associe à un envahisseur qu'il nomme un Sarrasin. Effectivement, je pense qu'aux États-Unis, si tu parles de Sarrasin, ils comprennent pas ce que ça veut dire. Non. Mais c'est devenu, dans le remake, un mec lambda dans un parking. C'est juste, il lui pète sa voiture, ils entendent la Macarena et c'est censé suffire pour être drôle. Dans l'absolu, c'est drôle, en fait, comme scène. Mais dans l'original, il y a cet aspect historique qui rend le truc drôle au carré, quoi. Qui a plus dans le remake. En plus, avec le logo de la Poste qui leur fait penser à un blason. Donc il y a plus de lecture, c'est beaucoup plus drôle. Il y a ce dicton qui dit que la poésie, c'est ce qui se perd dans la traduction. Oui. Mais parfois, c'est aussi un peu la comédie qui se perd. Et là, c'est vraiment un bon exemple où beaucoup de choses sont perdues dans la transposition. Et est-ce que vous êtes d'accord du coup pour dire qu'il y a quand même un traitement un peu plus fantastique et plus film pour enfants dans la version américaine, ou pas plus que ça ? Il y a plus d'effets spéciaux, il y a plus de budget, donc plus d'effets spéciaux. Des effets spéciaux mieux faits aussi, je dirais. Toute proportion gardée, parce qu'aujourd'hui c'est ringard, mais je pense qu'entre les deux films, il y a quand même eu des progrès de fait. Et donc du coup, ils en mettent un peu plus là-dessus. Il faut bien combler les vides par autre chose. Donc, Une des réussites du film original, et d'ailleurs on l'a tous dit au début, c'est un film d'enfance pour nous, c'est que en fait, s'adresser aux enfants, ça veut pas forcément dire édulcorer et rendre les choses moins dégueulasses ou quoi. Au contraire, en fait, les enfants parfois vont aimer justement des trucs un peu trash. Je pense à un autre exemple justement d'effet spécial. Sur le moment où Jacouille est télétransporté dans le film original, il y a ce petit gag visuel marrant où lui, il est transformé en bouse. Et en fait, le gag, il n'est pas repris dans le remake. Non. Et je pense que c'est une approche Disney Channel. C'est-à-dire, c'est pas que pour les enfants, c'est plus pour... Enfin, il y a une sorte de puritanisme. Mais juste par rapport à la transformation, pour vous, il se transforme en quoi, Jacouille, du coup, dans la version américaine ? Moi, on comprend pas trop. J'ai oublié. Parce que sur internet, j'ai lu que c'était une espèce de balle rebondissante, mais moi ça me fait penser à une paire de couilles, quoi. Pas ça forcément puritain, mais c'est un test de Rorschach. C'est toi, tu vois des couilles partout en fait. S'ils avaient voulu faire ça, ils auraient pu le faire plus explicite, donc il y a quand même un family friendly, mais je trouve que c'est pas ce qui plaît aux enfants en fait.
Bah après je sais pas parce qu'au début ils sont dans une cabane avec une sorcière, il y a un chaudron et tout et il y a un énorme dragon qui sort et qui crache du feu. Ça te met direct dans le bain, le Moyen-Âge c'est les chevaliers, les dragons. Et je me dis ça les enfants tu vois peut-être qu'ils kiffent. Et puis après t'as tout un truc aussi avec les scènes d'amour entre Thibaut et Rosalinde, donc on va parler un peu de la fin mais il y a une scène qui est complètement figée dans le temps. Lui, il va l'embrasser et du coup, tout va redevenir normal. Donc, c'est un peu le plot dans La Belle au bois dormant ou même dans Blanche-Neige. Donc, je trouve qu'il y a un côté très conte. Limite, il pourrait y avoir écrit à la fin « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Je pense aussi à une autre scène avec le mage. Le mage prend lui-même la potion et décide d'aller aider les deux personnages en Amérique pour qu'ils reviennent. Et je trouve que on dirait vraiment un personnage de film pour enfants. Quand il cherche un peu de quoi acheter pour faire ses potions, il va dans un magasin de jouets et il ressort avec un kit de petit chimiste, une planche de Ouija, un squelette miniature, il s'habille en cow-boy, et puis même le moment où il finit démembré parce qu'il explose à cause de sa potion, il y a tous ses membres qui essayent de se rejoindre. Ouais, et ça fait un peu, tu vois, la chose dans la famille Addams, t'as la main qui arrive et tout. Ça, moi, tout ce qui est fait autour de ce personnage, je trouve ça assez chouette et assez original et pour le coup elle joue le jeu de les visiteurs en Amérique quoi. Il y a le fait qu'il arrive et qu'il sorte avec un chapeau de cow-boy et des Santiago et tout, il y a un truc c'est un peu recherché, c'est différent. Mais alors après ça c'est sur le papier mais après faudra qu'on en parle aussi, c'est la mise en scène est hyper plate. Et donc du coup même des rebondissements un peu malins, bien écrits, je trouve que tout tombe un peu à plat. Dans le premier film, on a plein de super idées et en plus la mise en scène est incroyable quoi. Genre le plan sur leur grosse gueule quand ils disent bonne nuitée les petiots là. Je pense que les Américains ont pas laissé à Jean-Marie Poiret le loisir de faire du Jean-Marie Poiret. Donc ça redonnait peut-être un truc beaucoup plus incisif, plus proche des Anges Gardiens. Je sais pas si ça aurait été bien ou pas bien, mais en tout cas, ça aurait eu plus de caractère, quoi. L'erreur de casting là-dedans, je sais pas si c'est vraiment lui qui est responsable de ça, mais c'est John Hughes. John Hughes, ça n'a rien à voir avec les visiteurs. Ce qui va apporter à l'univers des visiteurs, à mon avis, est forcément pas bon, quoi. Faut pas apporter des bons sentiments. À la limite, il aurait plutôt fallu les frères Farrelly ou Mel Brooks. Et là, le truc, c'est comme les visiteurs, c'est un hybride de tout un tas d'humour. En fait, il y a pas un auteur de comédie américain qui est capable de maîtriser tout ça en fait. Et même John Hughes, il a produit Maman j'ai raté l'avion. Il n'est pas forcément que spécialisé dans le teen movie, mais par exemple le travail sur la langue, à mon avis, ça l'intéresse pas trop. Donc c'est tout l'aspect qu'on perd dans ce film-là. Et tu peux prendre les Farrelly pour faire des gags scato, mais du coup, je pense pas que tu aurais eu un bon visiteur avec les Farrelly non plus. Ou alors il aurait fallu une room de scénaristes, les 15 meilleurs aux États-Unis. Et du coup, je trouve qu'il y a aussi un truc assez typique dans les comédies américaines, c'est qu'on retrouve l'absence de nuances chez les personnages. Et ici, c'est vraiment flagrant. Ils sont soit gentils, soit méchants. Ouais, en fait, le personnage du mari de la descendante de Thibaut de Malfette... personnage de Hunter. Il y a un changement de direction complet par rapport à l'original, dans lequel le mari de Valérie Lemercier était juste un mec un peu à la ramasse et qui était toujours un peu dépassé par les événements et qui se plaignait, et toute la comédie reportait un peu là-dessus. Et là, en fait, il trompe sa femme, quoi. Il a une maîtresse et il a des plans de son côté, donc en fait, c'est un méchant. Ouais. C'est une sorte d'antagoniste dans le film. Et d'ailleurs, ça renvoie à un truc qui est très différent, en fait, dans le film original, où en fait, il n'y a pas vraiment de vrais méchants. C'est des personnages beaucoup plus nuancés. Il y a le personnage de Jacquard qui est un peu un antagoniste, mais en même temps il lui arrive plein de merde, donc en fait on s'attache un peu à lui. On comprend, ouais. Et il y a le personnage du patron avec aussi Isabelle Nanty qui crée des dynamiques en fait intéressantes. Et là, en fait, ce personnage-là crée un truc beaucoup plus consensuel en fait dans le récit. On se retrouve avec une histoire d'aventure avec un méchant qui veut faire son truc et qui en plus trompe sa femme et qui complote dans son bureau. C'est vu et revu et c'est pas du tout subtil et ça m'a vraiment gêné en fait. Je trouve ça très à côté de la plaque. Oui, il est méga superficiel. Il veut la dépouiller de son argent et il est même manipulateur avec elle. Il lui dit des trucs un peu dégueulasses, genre quand elle lui dit dégage de chez moi, tu m'as trompé. Il lui dit tu tiendras pas une seule journée sans moi. Voilà, il c'est un vrai méchant. C'est un vrai connard quoi. Et j'ai l'impression que lui, il est là juste
pour apporter des situations un peu comiques en fait, parce que le méchant reste pas impuni. Il y a une scène où André Le Pâté récupère du savon qui se trouve dans un urinoir, il le coupe en petites pastilles à la menthe et le propose à tout le monde, et évidemment il y a que le méchant qui adore et qui va redemander à en manger alors que tout le monde les a crachés. Il y a la fin aussi quand il boit la potion qu'il envoie au Moyen-Âge, il se retrouve par terre, le visage dans la boue. Et ça, je me demande si c'est pas un truc vraiment très américain de vouloir à tout prix faire que les personnages ont besoin d'être méchants pour souffrir, quoi, pour qu'on prenne plaisir à les voir souffrir. Or, dans les comédies françaises, souvent le personnage principal, le héros, etc., de comédie, c'est presque plus drôle en fait s'il souffre. Moi, je dirais un peu l'inverse. Enfin, je le dirais différemment. Je dirais que les héros n'ont pas vocation à être méchants. Donc, si quelqu'un fait quelque chose de mal, il faut qu'il ait la fonction de méchant. Et dans l'original, en fait, tous les personnages ont un peu un mauvais esprit. C'est-à-dire qu'à la fin, par exemple, si Jacquard se retrouve dans le Moyen-Âge, c'est à cause de Jacouille. C'est que Jacouille a la cruauté d'envoyer quelqu'un à sa place dans le Moyen-Âge. Ça n'arrive pas du tout dans le remake. Et en fait, ouais, du coup, dans Les Visiteurs d'Amérique, il y a un personnage qui concentre vraiment toute la méchanceté en lui. Et tous les autres personnages sont super sympas. Et j'irais même plus loin, les personnages n'ont pas d'aspérité en fait. C'est-à-dire que les personnages féminins, par exemple, ils sont pas du tout marrants. Ils sont super lisses, alors que dans Les Visiteurs 1, il y a 2 personnages féminins super marrants. Même 3 si on compte Isabelle Nanty. Là, dans le remake, Christina Applegate, elle est la descendante de Jean Reno. Tara Reid, c'est celle dont tombe amoureux André Le Pâté. Et ouais, surtout, les femmes peuvent pas du tout convoyer de la comédie, quoi. Enfin, elles peuvent pas se ridiculiser. Enfin, faut qu'elles soient jeunes, dignes, qu'elles ressemblent à Christina Applegate, quoi, ou Tara Reid. Comme tu dis, il y a pas d'aspérité. Le personnage de Julia, tu sens qu'elle est hyper polie. Alors, certes, Béatrice, elle l'était aussi, mais quand même, de temps en temps, elle n'hésitait pas à foutre une petite vanne. Oh, monsieur, reculez-vous. Vous avez mangé des croûtes de fromage ce matin? Non, je suis navrée d'être franche, mais là, on ne peut pas ouvrir la fenêtre. Restez bien au fond de la voiture, là. Bon, voilà, de temps en temps, elle balance, alors que surtout, Julia... elle a du caractère, elle a une personnalité. Oui. C'est-à-dire que, c'est quoi les traits de caractère de Julia? Elle en a pas, en fait. C'est juste elle est gentille et polie. Voilà. Il lui pète sa télé, elle dit bon, c'est pas grave, de toute façon, n'utilisez pas. Et c'est pareil du coup avec Angélique, qui est le personnage dont André Le Pâté va tomber amoureux. Et d'ailleurs, dans le côté édulcoré, c'est fou de remplacer la clocharde, c'est juste une bonne jardinière. À tout faire, quoi, ouais. Oui, en plus qui a 20 ans de moins. Et je trouve que voilà, son prénom lui colle parfaitement à la peau, quoi. Elle est candide, c'est une femme enfant, elle est toujours en train de sourire, sautiller. Elle est complètement gommée parce que Ginette, elle avait ses aspérités, c'est-à-dire qu'elle était avec Jacouille aussi par cupidité. Elle va lui essayer de lui voler ses bijoux et de se tirer toute seule dans son coin, alors que le personnage d'Angélique, pas du tout. Elle va l'aider à ce qu'il vende un rubis du coffre qu'il avait volé chez le mage au Moyen-Âge, mais après, par contre, ils vont aller acheter des vêtements pour André, quoi. Ils vont acheter une voiture ensemble, mais il n'y a pas du tout ce côté profiteuse qu'il y a chez Ginette, quoi. Oui, et aussi avec les 2 personnages féminins, le truc qui a complètement disparu, au-delà des aspérités et tout, c'est l'expression, enfin, c'est le jeu. Et en fait, elles sont vraiment standards, transparentes. Là où les personnages... mais en fait, tous les personnages du film original, ils surjouent à fond, ils ont des manières de s'exprimer très particulières, et il y a de la comédie et de la caractérisation sociale dans les différents personnages. Alors ce n'est pas ce gueux enrichi qui m'empêchera de l'acheter. On est en République, bordel de merde. Oh mais Jacquard, là, vous pétez les plombs, vous devenez atrocement vulgaire. Oui, c'est odieux, je soigne votre président, et vous nous faites une sortie inqualifiable. Excusez-vous tout de suite. Mais je rêve pour qu'il se prend la dentiste. Qui est fait menteur. Si tu es fier de ta famille, pourquoi ne portes-tu pas ton vrai nom? Quel est l'effroyable secret que tu caches? Mais lâchez-moi, sale nazi! Quant à monsieur, s'il n'est pas capable de comprendre qu'il vaut mieux s'appeler Jacquard que Jacouille, mais qu'il prenne de la juvamine. Et alors que là, ils sont un peu tous à égalité. Et justement, le fait de limiter les écarts, c'est-à-dire de prendre quelqu'un qui était vraiment dans la misère et d'en faire une jardinière chez le voisin, ça réduit beaucoup la force du trait de la caricature, et on perd pas mal de choses là-dedans aussi. Et en fait, c'est pas du tout utilisé, son métier. Enfin, ça pourrait éventuellement faire l'objet de gags, mais non, c'est vraiment très parce que en plus, le pire, c'est que je pense qu'elle est jardinière un peu pour dire c'est une pauvre fille, quoi. Enfin, il y a un peu ça, sauf que c'est tellement... ça débouche tellement sur rien qu'on peut pas l'apprécier dans le film, quoi.
Au final, tous les personnages sont un peu gommés comme ça. Il y a Thibaut de Malfette, je trouve qu'il perd aussi en caractère et il va accepter à peu près tout ce que Julia lui demande en fait pour lui faire plaisir. Et je trouve que ça, c'est un truc qu'on remarque aussi beaucoup finalement dans le remake, c'est que tous les hommes français qu'on voit sont un peu des gentlemen vis-à-vis des femmes. Dans le remake, dès le départ au Moyen-Âge, il y a Thibaut qui va sauver une jeune femme en détresse. Et une fois qu'il est dans le futur, il va poursuivre le voleur de sac de Julia aussi. Plus tard, il va l'aider à se défendre avec son épée, il va lui apprendre à la manier. Voilà, je trouve qu'il y a un peu ce côté-là du côté de Thibaut dans le futur. Et comme on l'a un petit peu dit, avec Rosaline, c'est hyper romantique. Il lui dit que c'est la plus belle femme du monde, il est toujours très très doux avec elle. Et j'ai ouï dire que la promise était la plus belle de tout le pays anglois. Mais cela n'est point vrai. Ne suis-je point la plus belle promise de tout le pays anglois? Non, attends. La plus belle promise du monde entier. Et je trouve que ça, on le voit pas vraiment dans le film original. En tout cas, certes, il veut se marier avec Frénégonde, mais on les voit pas spécialement plus amoureux que ça. Et après, au niveau de André et Angélique aussi, André, dès qu'il voit que Angélique, elle se fait un peu malmener, il débarque pour la défendre. Et même un moment, quand ils vont être dans une boîte de nuit, il y a une serveuse qui fait tomber son plateau. Et lui, pareil, il va venir tout de suite l'aider. Elle lui dit non, mais attendez, mon patron va me tuer. Il lui dit mais vous êtes une femme libre. Alors c'est vrai qu'il y a aussi ce côté de la liberté que lui, il vient d'apprendre vis-à-vis d'Angélique. Mais je trouve qu'il y a quand même ce double discours de faut aider aussi les femmes. Bon, après, là, il va faire une danse un peu ridicule. On fait tourner les serviettes dans la boîte de nuit qui est complètement nulle. Après, il va dire aussi à Angélique que c'est une princesse, qu'il faut qu'elle se sente comme une princesse. Je sais pas si c'est que dans ma tête ou si c'est le côté un peu les Américains qui voient les Français comme un peu des gentlemen, tu vois. Ou... Non, c'est intéressant parce qu'en fait, effectivement, j'avais pas du tout remarqué ça. Mais parce que dans le remake, ces choses-là n'ouvrent pas à faire de la comédie, à créer des décalages. Et donc du coup, ça me paraît pas mémorable quand c'est pas drôle dans une comédie. Et oui. Du coup, dans l'original, il y a un peu quand même le côté gentleman, mais comme c'est décalé, moi je m'en souviens presque plus. C'est-à-dire que par exemple, je me souviens au début, quand Godefroy s'apprête pour son mariage, il y a une espèce de gros plan sur une espèce de slip par-dessus, enfin je sais pas quel est le terme exact. Ouais. Et en fait, c'est comme ça, voilà, un beau paquet rouge. C'est comme ça qu'il montre que Jean Reno est assez coquet et galant, quoi. Oui, c'est en décalant complètement le truc et en montrant un truc ridicule. Et de la même manière, la petite histoire d'amour un peu anecdotique qu'il y a avec Béa, elle est décalée par le fait que le mari de Béa est hyper jaloux, quoi. Et à un moment donné, ils sont presque sur le point de s'embrasser. Et Christian Bugeaud, il dit non, mais il n'y a aucune raison d'embrasser des amnésiques ou je sais pas. Ouais. Mais en fait, comme il y a des décalages, c'est plus mémorable, même si c'est anecdotique dans l'histoire. Alors que dans le remake, il y a peut-être plus effectivement un travail sur ce thème-là. Mais ça me paraît totalement transparent au final, parce que c'est pas marrant. En fait, pour moi, ça renvoie... Moi, je suis assez d'accord avec ce que tu disais, Cynthia, mais en fait, ça renvoie à, effectivement, d'une part, une vision peut-être des Français, et d'autre part, à l'imagerie du chevalier, quoi. Oui. Ça n'apporte rien d'original, en fait, c'est la manière de dépeindre les chevaliers, c'est ça, quoi. Au niveau de l'humour, est-ce que vous avez repéré du coup des grosses différences ? Toute la vision de l'humour des visiteurs que j'avais dans mon souvenir d'enfance, on retrouve tout ça en fait. C'est-à-dire les gags les plus abordables, les plus enfantins, le jour-nuit, le fait d'aller se laver les mains dans les toilettes, etc. Le truc avec le bain, enfin toutes ces scènes-là sont conservées parce que c'est la couche de comédie la plus évidente et la plus superficielle, la plus... Qui perd rien en transposition. C'est ça. En fait, il y a énormément d'aspects comiques dans l'original des Visiteurs. Il y a tout un travail sur le rapport de force et l'évolution de ça, et le fait qu'il est très inféodé au départ, le personnage de Jacouille, et en même temps, il prend petit à petit conscience du fait qu'il peut être un être humain à part entière et au même niveau. Et il y a aussi le truc très intéressant pour la comédie, que leur rapport de force est vachement atténué une fois qu'ils arrivent dans le présent. Et toutes ces nuances-là nourrissent la comédie. Enfin, c'est un des aspects, je trouve, qui est très intéressant dans le film et qui disparaissent un petit peu dans le remake parce que, en fait, tous les personnages et la plupart des situations glissent vers soit des tropes connues, soit des clichés. Tout ce qui fait l'originalité est remplacé par des choses vues et revues. Et toi, Hugo ? Par exemple, la langue, c'est vraiment important parce qu'à mon avis, c'est symbolique de tout le reste et ça rejoint un peu ce qu'on disait au début sur l'aspect historique. En fait, tout ce qui
permet de caractériser le personnage comme quelqu'un de complètement différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est ça qui crée la comédie. Et dans le film original, la langue qu'ils ont inventée, quand tu dis gourdasse par exemple, c'est trop marrant. Ouais. Oh, que l'étrangeté, la gourdasse est tombée toute seule. Donne-moi la gourdasse. Le voyage m'a donné grand soif. Ils n'ont pas fait ce travail-là en adaptant. Et donc du coup, on perd ça. Comme on perd tout ce qui caractérise le personnage moyenâgeux. Tout ça, c'est le même problème en fait. C'est le problème de ne pas jouer le décalage entre les personnages moyenâgeux et les personnages actuels. Et la langue, c'est vraiment symptomatique de ça, quoi. Alors, est-ce que vous trouvez que l'Amérique est bien mise en avant dans le film ? Ouais, y a un peu le money shot dans le métro à la fin. Tu vois Godefroy sur son cheval dans le métro. Donc ça, je pense que c'était conçu pour être l'image forte du film. Mais encore une fois, vu comment c'est mis en scène, on s'en fout un peu. Il y a quand ils arrivent aussi au tout début, et puis qu'ils découvrent l'effervescence de Chicago avec la circulation et tout, qui est un peu une adaptation de quand ils découvrent l'autoroute. Ouais. Mais ça va pas beaucoup plus loin que ça, je trouve. Pour le coup, je trouve que le concept, l'idée de départ, il y avait un potentiel quand même assez chouette à imaginer qu'est-ce qui se passe si en fait les mêmes personnages se retrouvent à nouveau poissons hors de l'eau mais dans un autre contexte. Et avec tout ce que implique le changement culturel, le problème c'est qu'ils sont parachutés dans un univers de cinéma qui ne correspond pas à l'humour qui est au cœur des visiteurs. Non, et puis de l'époque où ils viennent, ils ne savent même pas qu'il y a un autre continent, quoi. L'Amérique n'a pas encore été découverte. Mais donc clairement. En fait, il y a des tas de trucs que tu peux faire, t'amuser avec le fait qu'ils sont aux États-Unis, mais en fait, ils n'ont pas du tout travaillé cet aspect. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec vous. Quand il va dans le désert du Nevada avec sa voiture, avec Angélique, quand ils vont se marier à Las Vegas, c'est finalement l'un des trucs les plus américains qu'on voit, mais voilà, ça dure 2 secondes, c'est à la toute fin du film, donc c'est un peu dommage. Après, il y a un moment où Julia et Thibaut vont dans un fast-food, et du coup, le plan est composé de sorte à ce qu'à ça refasse le tableau de Nighthawks du peintre américain Edward Hopper. Donc, il y a une femme rouge dans le fond, un homme avec un chapeau au bar sur le côté. Donc, bon, je trouvais ça rigolo d'avoir fait un petit clin d'œil à l'histoire américaine. Gaffe, j'avoue. Ouais, et ça fait un peu écho, je pense, à la référence des tableaux d'Archimboldo quand les personnages se transforment en hommes faits de fruits, légumes, animaux au tout début. J'imagine que c'est un peu pour mettre ça. C'est marrant, c'est parce que là, t'as l'impression qu'il s'est accroché à des petites idées qu'il a eues et il a pas pu faire correctement le film dans son entier, mais au moins il a pu faire quelques petits trucs. Alors de mon côté, après, j'ai repéré quelques petits clins d'œil à la version française du film dans le remake. Est-ce que vous avez vu aussi quelques petits clins d'œil, des petits trucs qui vous ont fait rire dans le film Je me souviens pas de trucs qui m'aient fait rire dans le film. J'aurais dû prendre des notes. En fait, j'ai hâte que tu nous les cites. Alors moi, ce que j'ai vu à la fin du film, donc il y a Julia qui est en Angleterre et elle conduit une Range Rover, donc qui est la voiture de Jacques-Henri Jacquard. Ma Range. Je t'arrête. Ce misérable vient d'avouer que tu avais pactisé avec le malin. Il a fait brûler le Range Rover. Je t'accuse d'avoir fait brûler un dénommé Range Robert. Frère Ponce, qui est ce Range Robert? Nous allons le savoir. Versez de l'eau. Après, il y a la scène du banquet au château pour le mariage. Et là, on voit un troubadour qui prend feu. Et là, ça m'a direct fait penser à la réplique des Visiteurs 1, la boîte à troubadour a flambé. Et je me suis dit, est-ce que c'est un petit clin d'œil de genre Jean-Marie Poiré qui a voulu mettre ça en perspective? Pas mal. Peut-être pas, peut-être que c'est dans ma tête. Je me demande dans quelle mesure ils ont pris le temps justement de fouiller les décors, de mettre des clins d'œil et tout, parce que je suppose que c'est compliqué de tourner un film aux États-Unis quand t'es pas habitué. Donc c'est une bonne question, ouais. Et après, le dernier que j'ai vu, c'est du coup par rapport à la scène où les personnages se transforment en tableau d'Archimboldo après que Thibaut ait bu la potion, pourrait faire référence dans Les Visiteurs, le film original, puisque dans la cuisine de Béa, il y a des tableaux en fait de nature morte. Ça fait très Archimboldo aussi, ça fait presque des personnages. Et donc voilà, je me suis dit, tiens, peut-être qu'ils ont piqué cette idée-là à cet endroit-là, parce que je vois pas sinon pourquoi. Ou c'est juste quelque chose qu'il aime, peut-être, Poiré. Il faudrait regarder s'il y a de l'Archimboldo dans Les Anges Gardiens ou dans Le Père Noël est une ordure. Moi, j'aimerais bien savoir à quelle réunion, quand même, ils ont décidé ok, on fait pas des dents pourries et on donne pas l'impression qu'ils puent, quoi. Enfin, je comprends pas est-ce que c'est les Américains qui ont imposé ça? Ça me dépasse complètement. Ouais, on n'en saura pas plus. On a envoyé un mail à Monsieur Poiré, resté sans réponse. Après, avec tout le bien qu'on a dit de ce beau remake,
Mais je crois qu'il est d'accord avec nous, hein, donc... Faudrait écrire à Jean-Marie Gobert pour avoir les... Ouais, peut-être. Pas bête. Bon ben c'est comme ça qu'on va conclure cet épisode. Alors merci à tous les deux, Hugo et David, pour votre participation. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir. Avec plaisir. Merci à toi. Partagé. Et surtout, foncez voir l'épisode 12 de Rigolo sur YouTube, consacré aux visiteurs. N'hésitez pas à vous abonner et à noter le podcast afin qu'il gagne en visibilité. À bientôt.